Aujourd'hui, je reçois Lumi, cofondatrice de Rayonnance, une pâtisserie qui fait vibrer Paris depuis 2 ans. Née au Japon, elle a vécu aux États-Unis avant de s'installer en France à 14 ans. Après plusieurs années en tant que directrice de table dans la restauration étoilée, c'est la rencontre décisive avec Yuki, chef pâtissière, qui va tout changer. Ensemble, elles lancent des pop-up pendant le Covid, puis ouvrent la pâtisserie Rayonnance dans le 9e arrondissement de Paris en 2023. Depuis, les récompenses s'enchaînent. Le prix Food Pâtisserie pour leur glace au Hojicha la première année, puis le trophée Madeleine du jury pour leur tarte crème brûlée la 2e année. Leur galette des rois a été classée 10e du Grand Paris. On a parlé de son identité multiculturelle, de son optimisme contagieux, sa capacité à relativiser et de l'aventure entrepreneuriale qu'elle vit avec Yuki. Bonne écoute! Salut Lumi! Salut Wanda! Comment tu vas? Très bien. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast. Merci. Si j'ai voulu t'interviewer, c'est qu'on s'est rencontrés il y a 1 an et demi à l'ouverture de la pâtisserie, c'est ça hein? Presque 2 ans. Ah ouais, déjà C'est dingue. Quel mois c'était? Septembre. Ok. Ah oui, donc effectivement, là, on va être le 1er juillet, donc... Oui. Ça va déjà faire 2 ans. C'était une super chouette rencontre. Je vous ai tout de suite adoré, toi et Yuki, donc les 2 cofondatrices de la pâtisserie Rayonnance. Gros coup de cœur. Et finalement, on s'est retrouvés à faire pas mal de choses ensemble, à voyager même ensemble, à faire des restos assez incroyables. Et j'adore ta manière d'être, que ce soit dans la vie de tous les jours, avec les clients, avec la pâtisserie. Et je sais que ta vie est passionnante. Et donc, j'avais hâte de t'interviewer pour comprendre comment tu en étais arrivée là. Bon, merci. Est-ce que ça te va? Oui. Du coup, j'aime bien commencer par le commencement. Oui. Donc, de la naissance à tes 10 ans à peu près. On peut remonter même avant, s'il y a besoin d'expliquer tes parents ce qu'ils faisaient ou tes grands-parents et tout ça. Ok. Et on va remonter le fil petit à petit. D'accord, ok. Bon, on va faire ça vite. Non, on a tout le temps. Alors, je suis née au Japon, à Yokohama. Ok. C'est une ville à côté de Tokyo, en 87. Et à l'âge de 5 ans, mon père était expat, donc on a déménagé aux États-Unis. Il était japonais? Il est japonais, oui, mais mes 2 parents sont japonais. Ok. On a déménagé aux États-Unis, en banlieue de DC, à Washington, DC. Et ensuite, on est rentré au Japon quand j'avais 10 ans. Ok. Donc en 97. Et ensuite, oui. Alors là, tu vas très très vite. Ouais. Parce que je veux comprendre qui était la petite Lumi. Ouais, vas-y. Que faisaient tes parents dans la vie? Ma mère était, elle était prof de piano. Ok. Et mon père était ingénieur en automobile. D'accord. Tu jouais du piano, toi? Non, je jouais au violon. Mais oui, tout ça, parce que j'ai commencé à aller au piano, mais comme ma mère était la prof, j'ai dit je vais faire un instrument que ma mère ne sait pas jouer. Ah, c'est clair. Ouais, parce que c'était elle qui t'apprenait. Ouais, c'est assez strict, donc voilà. Et t'as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Ok. Et tu te souviens comment t'étais petite? Est-ce que Quand j'étais petite, non, j'étais assez libre. Hein, j'avais pas mal de chance d'être en liberté dans la nature. Ah ouais? Littéralement dans la nature. Parce que Yokohama, c'est... Ah, ok. Non, oui, au Yokohama aussi. Hein. Enfin, tu sais, les enfants au Japon, on joue dans la rue. Dans la rue, comme ça. Enfin, ouais, c'est sûr. Je sais pas trop comment ça se passe en France. Je vois parfois les enfants jouer tout seuls, mais... Dans des parcs, quoi. Dans les parcs. Dans les squares, avec les parents autour. Quoi. Oui, c'est ça. Au Japon, on n'a pas ça. Hein. Les parents sont pas ah là, ouais? Hein. Ouais. Ah, c'est dingue. Oui, donc c'est un environnement assez paisible. Ah ouais? Mais il n'y a pas de voiture et tout Non, pas pas en banlieue, quoi. Ok. Mais en tout cas, on va à l'école tout seul, assez rapidement, ouais, assez jeune. Ok. Et t'aimais bien l'école? Ça se passait bien? Oui. Écoute, au Japon, j'ai pas trop connu l'école. Parce que j'ai surtout connu les États-Unis. Ouais. Et j'ai fait juste 2 ans au Japon. Et ensuite en France, quoi. Je suis arrivée en France en 2001. Ah, alors attends. Alors, donc du coup, aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, pareil, vous aviez cette liberté aussi de jouer dans les rues Oui, oui, bon, après, j'avais pas... Oui, c'est vrai, entre 5 ans et 10 ans, oui, on avait notre rue qui était enfermée. Donc, ok. oui. Oui, donc c'était des résidences. Oui, c'est ça.
Et l'école, pareil, là-bas? Pareil, au début, je parlais pas anglais, mais ma mère a eu l'idée de me mettre dans une école publique où il n'y avait pas de japonais, pour que je puisse, pour que je... Bon, parce que, tu sais, les Japonais ou même d'autres nationalités, on a tendance à se regrouper entre nous. Donc, ma mère, elle voulait surtout pas ça. Donc, elle m'a mis dans une école publique où elle a bien recherché. Ah ouais. Un endroit où il n'y avait pas un seul Japonais. Ah, c'est dingue! Ouais, mais c'est rare, parce que même à l'époque, il y avait beaucoup d'expats japonais autour de DC. Enfin, même, je pense, partout aux États-Unis, mais... Voilà, donc elle a bien fait sa recherche. Ouais, mais finalement, c'était cool. Je me souviens un petit peu des choses, mais... Tu te souviens que t'es arrivé et que tu comprenais rien? Ouais. Ou pas? Oui, je comprenais rien. Mais bon, j'étais bien accompagnée. J'avais 5 ans, donc tu te débrouilles pour te faire comprendre. Quoi. Ouais, et puis t'apprends vite finalement à cet âge-là aussi. Hein. Oui. Et est-ce que tu avais des passions déjà à ce moment-là? Ouais, écoute, je pense que j'étais toujours passionnée par la bouffe finalement. Parce que dans le jardin, je jouais faire des soupes, je prenais des vers de terre, je faisais c'est des spaghettis quoi. Ah, mais non! Ouais, horrible. Tu les mangeais après? Non, je faisais semblant de manger. Des soupes de vers de terre, soupe d'insectes. Infusion, je sais pas quelle feuille j'ai trouvé, des baies. Ultra toxiques, j'imagine. Ah là là. Ouais. Et t'as cuisiné rapidement à la maison ou pas? Je voulais. J'ai aidé ma mère. Je pense que... Ouais, elle m'a très rapidement appris l'utilisation des couteaux. Ah ouais? Ouais, oui. C'était amusant. Ouais. C'est ta mère qui cuisinait, c'est ça? Ouais, mon père aussi un tout petit peu, mais il était rarement à la maison, il travaillait beaucoup. Donc, Et elle cuisinait surtout japonais ou un peu de tout? Non, un peu de tout. En fait, avant ma naissance, mes parents, ils habitaient à Bruxelles. Donc, ouais, ok. Ma mère avait l'habitude de cuisiner pas trop japonais à la maison, mais... Les frites? Non, les gratins, des choses comme ça. Mais mais quand elle a envie de cuisiner japonais, elle le fait. Elle toujours. cuisine bien? Oui. Non, quand je rentre au Japon, c'est surtout pour manger chez mes parents, quoi. Oh. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, mon propre pays natal ne me manque pas tant que ça, en fait. C'est dingue. Ouais, c'est vraiment pour aller voir mes parents, quoi. C'est tout. Et eux, du coup, sont revenus au Japon ensuite et sont plus jamais repartis? Ouais, c'est ça. Après la France, ils sont partis. Parce que là, en fait, mon père a fini son travail en France en 2006 et c'était l'année où j'ai passé mon bac, donc mes parents, ils sont partis. Après Washington, donc, t'avais quel âge quand vous êtes partis en France? J'avais 14 ans. Donc c'était en 2001. Donc ça, tu t'en souviens bien. Ça, je me souviens bien. En 2001, pour la rentrée en plus de septembre? Oui. Donc 2001, en juillet 2001, donc ça va faire 24 ans que je suis en France. Waouh! Ouais, presque un quart de siècle. Et du coup, je parlais pas français. Ok. Encore une fois, ma mère, elle a eu l'idée de me mettre dans une école... pas une école avec pas de japonais cette fois-ci, mais avec... pas d'anglais? Ouais, non, si, avec... en fait, c'est une école internationale. Ah, ok. Qui s'appelle le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Donc, il y avait plusieurs sections et on m'a mis dans une section japonaise. Ok. Et tu as des cours comme un lycée public français. Tu as tout le cursus. Et après, tu as 8 heures de cours de ta langue maternelle. En plus? En plus, ouais. Ah, tu passes ton bac général. Ok. Plus le bac dans ta section, en fait. Ouais. C'est intense. Ouais, c'était assez intense, oui. Ouais. Donc, on avait avec 8 heures de cours de plus. Et en fait, le système est fait que en fait, quand on arrive en France, on m'a mis dans une classe qui s'appelle français spécial. Donc, en un an, tu te rattrapes, en fait. Tu parles pas français au début, et à la fin, t'es expert. En 9 mois, tu dois intégrer une classe normale. Mais non. Ouais. Donc à la seconde, j'étais comme les autres. Enfin, donc, tu parlais donc t'avais appris le français et tu faisais le cursus normal plus le cursus japonais. Ouais, c'est ça. Waouh. Ouais.
Donc, après, c'est tous les élèves seront comme ça. Il y a pas, c'est pas, Mais finalement, pas que moi qui faisais ça. Donc, et tout le monde suivait. Ouais, tout le monde suivait. Et moi, j'étais pas. Enfin, je parlais juste japonais et anglais. Enfin, c'est tout. J'étais entouré des élèves qui parlaient 4-5 langues. C'était un peu la norme. C'était que des parents expats, c'est ça? Que des parents expats ou les parents. Ouais, plus ou moins. Donc, c'était un milieu assez intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de la France quand tu es arrivée? Écoute, je me souviens, quand on a atterri, je me suis dit, mais c'est quoi tout... Enfin, c'était l'époque... C'est le grand contraste entre le Japon, qui est un pays très propre partout, et après, on arrive en France... on m'a parlé super bien de la France. Ouais, c'est trop beau. Paris est une ville magnifique, qui est une ville magnifique. Oui, mais on parle du romantisme et tout, on parle pas de... À 14 ans, j'arrive, mais il n'y a que des tags partout. Je me dis, mais là, c'est quoi ce ghetto? Mais non, finalement, j'ai vite grandi, quoi. Et t'as vite appris à découvrir. Du coup, t'habitais à Saint-Germain-en-Laye, c'est ça? Vous alliez souvent à Paris ou pas forcément? Oui, on allait souvent à Paris parce qu'il y avait l'épicerie japonaise. On faisait l'approvisionnement du riz. Dans le quartier Sainte-Anne? Non, pas du tout. En fait, à l'époque, avant que Beaugrenelle soit comme aujourd'hui, avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le... Je ne sais pas si tu te souviens... je suis en train d'essayer de me souvenir de ce qu'il y avait à la place du centre Pompidou. Non, Pompidou, c'était déjà là. Ah non, oui, Beaugrenelle, pardon. Oui, Beaugrenelle. Je suis partie à un autre endroit. Non, Beaugrenelle, avant, il n'y avait pas les centres commerciaux, les deux côtés, mais il y avait un pont qui était hyper glauque. Et en dessous de ce pont, il y avait une petite épicerie qui s'appelle Kanae. Okay. Je ne sais pas si ça existe encore. Ah, ça s'écrit comment? Kanae. Kanae. Et on y allait souvent pour acheter du riz, des tofu. Voilà, tofu, non, parce que en fait, il y avait une des parents d'élèves qui s'appelle Monsieur et Madame Suzuki. Je ne sais pas si tu connais Suzu Tofu. Mais oui! Tu connais? Oui! C'est une drôle d'histoire. En fait, c'était tout au début de leur aventure, je pense. Quand ils ont lancé dans le tofu. Ah, déjà? Aux alentours de 2002-2003. Madame Suzuki, elle venait en voiture avec son coffre rempli de tofu avec des pains de glace et tout. Et elle ouvrait son coffre, elle vendait les tofu, genre un trafic de tofu aux mamans, aux parents d'élèves de la section japonaise. Mais non! Ouais. Et après, par la suite, quand j'ai commencé la restauration, j'ai su qu'il y avait plein de chefs japonais qui utilisaient... Enfin, les chefs son tofu. Ouais, son tofu, les Suzu tofu. Je pense qu'on peut encore trouver... Oui, mais pour moi, Suzu Tofu, c'est ce qu'on... Mais oui, c'est clair. C'était l'un des tofu les plus connus. Ouais, en fait, on achetait ça Enfin, elle ouvrait son coffre, quoi. Ouais, et elle le faisait chez elle, quoi. Ouais. Elle avait pas un labo ou un truc... C'était pas professionnalisé au début. Pas que je sache. Alors, je sais pas quand exactement elle a commencé, mais je sais que... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai connue comme ça. Elle faisait du trafic de tofu. Donc, vous vous approvisionniez, quand même. Donc, épicerie japonaise, tofu. Pareil, à DC, vous cherchez aussi des aliments japonais ou pas forcément? Aujourd'hui? Non, à Washington. Oui, pareil. Il y avait aussi une mère d'élèves qui ramenait des tofu. Non, je pense pas, mais oui, il y avait une épicerie japonaise où on allait de temps en temps pour s'approvisionner. Mais oui, je me souviens de Kanae de manière assez vivide parce que c'était sous un pont, c'était hyper glauque. Oui, dit comme ça, c'est bizarre. Ouais, une épicerie japonaise. Mais après, ça a dû fermer parce qu'avec les travaux et tout. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai trouvé cette épicerie dans une série récemment. Ah ouais? Ouais. Une série française? Oui. Je pense qu'ils ont recréé l'épicerie. Mais non. C'était marqué Kanae dessus. Et c'est une série avec Jean Dujardin qui s'appelle Alphonse. Tu connais, c'est sûr? Oui, j'en ai entendu parler. Il joue un gigolo. Et en fait... Mais je regardais ça vraiment par hasard parce que je cherchais une série à regarder sans vraiment réfléchir pendant que je fasse le repas du personnel pour la pâtisserie. Et en fait, un jour, parce que je regarde pas vraiment, j'écoute juste pour m'occuper aussi. Sinon, ce sera des podcasts. Ouais.
Mais un jour, je lève la tête et en fait, c'est marqué Kanae sur la série. J'étais, waouh. Et c'est censé être... on est à notre époque ou il y a 20 ans dans la série? Je sais pas. Mais ça se trouve, l'épicerie est toujours là. Hein, et ils ont tourné là. Peut-être. C'est dingue. Parce que pour se souvenir de ce niveau de détail... Ouais. Non, mais je sais pas. Je me demande si ça a été créé pour la production. Ouais. Bon. Mais donc l'arrivée en France, bon, un peu cringe de découvrir que Paris n'est pas aussi belle qu'on te l'a vendu. Ouais. Mais moi, j'étais jeune. Ouais. Et du coup, tu restes surtout avec des Japonais à ce moment-là ou Pas tant que ça, hein. J'avais des amis un peu partout. Enfin, vous restiez pas que la section japonaise, c'est ça? Non, pas du tout. J'étais entourée des gens du monde entier, quoi. Ok. Ouais. Ça t'a plu? Ça te passait bien l'école? C'était super. C'était super. Je comprenais pas grand-chose au début. Mais j'étais contrainte d'apprendre le français assez rapidement, quoi. Ouais. Que j'ai pas fait beaucoup d'efforts au début, donc vraiment je comprenais rien du tout. Je parlais anglais déjà, donc pour me faire comprendre, je faisais pas trop d'efforts. Ouais, de parler en français. Ouais. Même aujourd'hui, quand je parle avec Ali par exemple ou d'autres amis qui savent que qui comprennent l'anglais assez facilement. Tu parles anglais? Non, enfin oui, je mixe les mots. Il y a certaines expressions, ce sera plus facile en anglais. Ouais, c'est plus naturel. Je fais le franglais, je parle couramment franglais, par exemple. Ah, c'est dingue. Alors que oui, pour moi, t'es bilingue français, mais ça demande quand même un effort. C'est vrai que c'est... Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est dingue. Oui, c'est vrai qu'on s'en rend pas du tout compte. Non, mais c'est vrai... Enfin, moi, si je parlais anglais tous les jours, effectivement, tu l'as appris à 14 ans. Enfin, c'est pas comme l'anglais que tu as appris, à 5 ans, 5-6 ans. Quoi. Mais aujourd'hui, je rêve principalement en français. Ok. Ouais. Qui est plutôt une bonne signe. Ouais, c'est clair. Mais ça va, t'es pas fatiguée quand tu te réveilles? Si. Je sais pas. D'avoir fait l'effort pendant le rêve. C'est clair. Ouais. Et du coup, tu passes ton bac. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais faire de ta vie? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Je fais la fac parce que je sais pas, en fait. Je fais en fac d'anglais. Ah ouais, alors mes parents, forcément, ils veulent que je suive une voie pour un bac plus 5. Et ensuite, on a un job... bien payé, dans un bureau. 9 to 5. Voilà, tu vois. Mais ouais, du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'interprétariat, traduction franco-anglais, japonais. Et donc, j'ai suivi, c'était quoi, anglais... j'ai oublié le nom du cursus, mais à la fac. Ok. Quelle fac? Paris 3. Ok. Et ensuite, je suis allée à une porte ouverte d'une master qui forme les interprètes. Et là, j'étais tellement découragée. Je me dis, mais non, c'est pas du tout pour moi. Et, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a... parce que il y a des Français qui parlent mieux japonais que moi et qui font la traduction, enfin qui font l'interprétariat, qui interprètent simultanément. Ok. Simultanément. Hein. Non, mais c'est une. Mais après, c'était leur métier, donc. Non, mais c'était des élèves, c'était des étudiants, quoi. Non, mais j'ai halluciné. Je dis, mais jamais de la vie, je vais arriver à faire ça. Et donc, quand je sais que je vais pas arriver à faire quelque chose, bah next, quoi. Enfin, je m'en fous, en fait. Au revoir. Donc là, t'étais en quelle année? En troisième année, je pense. Ok. Donc, c'était juste à la fin de mon licence. Et je dis, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et à l'époque, en étant étudiante, je travaillais dans les restaurants déjà. Ah. Et en fait, la traduction était aussi... j'étais accompagnée par une agence qui faisait des traductions de menus. Ok. En japonais et en anglais. Donc, j'étais payée par combien de mots il y avait dans le menu. Je sais plus. Incroyable. 40 centimes par mot, un truc comme ça. Et c'était eux qui étaient venus à l'école ou comment vous étiez? Non, je sais pas. J'ai dû trouver une annonce... Ah, c'est dingue. Effectivement, j'avais jamais pensé à ça. Qui fait ça, quoi? J'ai oublié le nom. Et donc, il y avait une agence comme ça. Donc, je faisais quelques missions de temps en temps. Plus du service, c'est ça? Plus... alors, je travaillais pour Hélène Darroze. Ah, ouais. Donc, en petit boulot étudiant? Ouais. Ah ouais? Ouais. Toi, tu vas pas dans le PMU du coin, quoi. Non. Mais j'aurais pu. J'ai tout fait. J'ai fait du bistrot, café du coin, j'ai fait des boîtes de nuit, tout. Ah ouais, t'as fait les boîtes de nuit aussi?
Ouais, quand j'étais étudiante. Oui, oui. Non, mais c'était là où on a beaucoup de temps, quoi. Ouais, c'est clair. Et ouais, je vais en cours, mais en dehors de cours, je travaille. Enfin, j'étudiais pas beaucoup, donc voilà. Je Et travaille. Darose, comment Elena c'était? Rose, moi j'étais la réceptionniste. Ah Je ouais. prenais des réservations, j'écrivais des mails. Ça te Et plaisait c'est là- tout ça? Ouais, c'était super. Et en fait, j'ai la chance d'accompagner souvent une responsable commerciale, donc assistante de Hélène aussi à l'époque, qui m'a appris pas mal de choses en fait sur comment ça marche un restaurant. Il n'y a pas que la cuisine et la salle, quoi. Enfin, il y a tout un travail derrière en back office. Donc ouais, ça m'a beaucoup intéressé. Après, je me suis trop dit bien. ok, pourquoi pas faire une formation là-dedans. Ce que j'ai fait, donc je fais une master gestion hôtelière. Ah ouais. Et là, tes parents disent quoi? Ils disent, ah, c'est bien, c'est bien, lui. Tu vas au master. Je dis, ok. Et après, je voulais toujours rester dans opérationnelle. Donc, quand je suis sortie de mon école, naturellement, je vais dans un restaurant. Ok. Mais bon, à la base, mon rêve, c'était de travailler dans un palace, mais je me suis fait refuser de toutes les palaces. Ah, sérieux? Oui. T'as postulé partout? Partout. Mais après, il y a un moment où tu sais, je pense que c'est moi le problème, en fait. Parce que, Oh. Non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, et ils avaient raison, finalement. Et heureusement, j'ai pas été prise, parce que, j'imagine. Bah, je sais pas, tant que tu l'as pas fait, moi, je peux pas donner raison à un truc qui n'a pas été fait, quoi. Ah oui, mais en fait, si tout le monde est d'accord sur le fait de ne pas... Non, pour moi, c'est pas une raison valable. Mais bah non, sauf mais si... en fait, tu dois te mettre en question aussi, parce que tu dis, mais peut-être c'est moi le problème. Mais est-ce qu'il te donnait une raison pour laquelle il te prenait pas? Non. Ouais, donc tant que tu sais pas quelle est la raison, je sais pas. Ouais. Mais après, je me dis, ok, est-ce que j'ai vraiment envie, en fait, de travailler dans ce milieu-là? Ouais. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, c'était non. Et donc, les RH, forcément, c'est des pros, donc ils ont bien déterminé. Enfin, ils ont bien détecté. Ouais. Qui est pas si mal que ça, finalement. Bravo. Bravo. Mais donc, tu pars où, alors, à ce moment-là? Et du coup, je travaille dans un petit restaurant avec un chef japonais et son associé français. C'est un des premiers chefs je pense que c'était le premier chef qui a eu une étoile en France. Ah, c'était qui? Deux étoiles. C'est un petit restaurant qui s'appelle Passeig 53. Ok. Qui avait 2 étoiles à l'époque et qui n'existe plus. Et donc, il n'existe plus parce qu'il est rentré... Ils ont fermé pour faire autre chose les deux côtés. Okay. Et en fait, donc, le patron s'appelait Guillaume Gage. Et c'est lui qui m'a accueilli au restaurant et qui m'a appris beaucoup de choses. Ouais, c'était dur au début. Et après, je suis partie au bout d'1 an pour un autre projet avec un chef japonais. Et puis... C'était un choix de bosser avec des chefs japonais ou ça s'est fait... Oui, parce que je suis japonaise, mais j'ai jamais vraiment travaillé ou vécu en tant qu'adulte au Japon. Donc pour moi, c'est très important de rester avec mes origines et de pouvoir continuer à parler en japonais, en fait. Ah, donc c'était une manière pour toi de pratiquer et de rester près de tes racines. Oui, exactement. Mais aussi de ne pas perdre les codes. Parce qu'au Japon, il y a tellement de codes professionnels que aujourd'hui, j'arrive pas. Ah ouais. Malheureusement. Mais oui, voilà, aujourd'hui, si on me dit d'aller travailler au Japon, je sais pas. Hein. Ah, sérieux? Ah oui, c'est un peu compliqué. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait comme code, par exemple? Ouais. Dans ceux dont tu te souviens. Non, mais juste... Il y a beaucoup de politique, je pense, qui est en plus de politique dans les bureaux en France, un peu plus. Je pense qu'on n'est pas fait pour ça. Alors, je ne sais pas si ça existe ou ça n'existe pas. C'est ça, en fait. Ouais. Oui, parce qu'on en parle beaucoup. Moi, je me souviens de Stupeur et Tremblement d'Amélie Nothomb. Oui. Oui, effectivement. Enfin, tout ce que tu as le droit de faire, pas faire et tout, exactement. La hiérarchie. On pense que c'est trop exagéré, ce film, mais en fait, pas du tout. Ouais. Je pense.
Mais est-ce que effectivement c'est toujours le cas maintenant en 2025 ou pas, quoi? Je pense qu'il y a quand même une petite partie, d'après ce que j'ai entendu par les Japonais et les non-Japonais. T'as des amis qui sont au Japon oui, encore, bien sûr. Oui, des Japonais et des ceux qui sont français ou anglais ou américains. Et t'as jamais eu envie d'ailleurs de retourner... Enfin, peut-être que je vais trop vite parce que là, on en est quand même à tes tout débuts dans la restauration. Non, mais est-ce que j'ai eu envie de retourner au Japon? Non, pas. Parce que du coup, tu n'y as pas vécu, hormis de tes 0 à tes 5 ans. Oui. Ok. Si. En fait, avant de venir en France, on était au Japon. Pendant combien de temps? 4 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, ok. Oui, donc d'où en plus les amis sur place et tout. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de travailler avec des chefs japonais et d'accompagner dans leurs projets tout en étant au restaurant. Ouais. Et est-ce que eux parlaient français ou anglais? Français, oui, dans la limite pour les conversations professionnelles pour pouvoir ouvrir un restaurant, hein, quand même. Voilà. Discuter avec les fournisseurs et tout, c'est important. Et oui, ils parlaient français. Ouais. Ok. Et ça t'a plu? Oui. Oui, sinon je serais pas restée, je pense. Ça, surtout plus, c'était plus, pour moi, c'était formateur, quoi. Ouais. Je prenais ça comme une école, école sur le terrain, quoi. Tu savais où est-ce que tu voulais aller je savais 10 ans après je savais toujours que je voulais ouvrir quelque chose, je voulais faire quelque chose de moi-même. Ah ouais. Mais je savais pas trop quoi, pas forcément une pâtisserie. Mais je savais toujours que comme je produis rien du tout, je suis en salle. Oui, t'es pas dans la création. Oui, je suis plus commercial. J'ai une compétence plus commerciale que production et la créativité. Donc je dis, il faut absolument que je trouve quelqu'un et m'associer avec cette personne. Et donc on s'est rencontrés avec Yuki. Mais donc tu pensais à ça dès ta sortie de master? Oui. Ah ouais. Oui. Ok. Mais c'était pour ça que je pouvais pas travailler dans les palaces. Ben oui, c'est clair. Ah, ouais. ok. Mais je comprends. J'en veux pas du tout. Mais surtout, vu là où tu en es, mais ils doivent s'en mordre les doigts. Ils vont prendre vos pâtisseries. Non, je sais pas. Mais non. Non. Moi, je mange dans les palaces. C'est clair. Et donc c'est après ce deuxième chef japonais que tu rencontres ensuite Yuki, c'est ça? C'est ça. Ok. Tu la rencontres dans quelles conditions? On dit, on va accueillir une nouvelle chef pâtissière. Ah, donc là, c'était dans ce resto-là? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux dire le nom du resto? Oui, c'est Restaurant Page, dans le 16e. Et, donc on a eu notre étoile en 2016. Bravo! Merci. Bon, c'était pas moi, hein. Enfin, c'est surtout, je pense que la première étoile, c'est surtout la cuisine. Donc, pour moi, si le service suit pas, il n'y a pas d'étoile. Hein. Je pense à des restos qui méritent tellement une étoile, mais la salle ne suit pas. Quoi. Mais on avait une super cuisine, super carte de vin, l'équipe était super. Et donc oui, ça m'a plu. Hein. Et donc là, Yuki arrive en 2018. Donc chef pâtissière. Chef pâtissière. Japonaise. Oui, du Japon. Ah oui, elle arrive direct du Japon. Elle arrive direct du Japon. Et j'avais pas à l'époque un bec très très sucré. J'aimais bien aller dans les pâtisseries, découvrir les choses, mais moi je suis plus saucisse purée et hamburger que gâteau, quoi, à la base. Donc, mais ces desserts sont tellement bons. Donc j'ai dit, incroyable. Et donc, tu te souviens du premier dessert que tu as goûté de Yuki? De Yuki, le premier, je sais plus, mais un des premiers, c'était un dessert pêche avec la granité à la verveine et une sorbet yaourt, quelque chose comme ça. C'était tellement bon. Et elle faisait des sablés rhum raisin même à l'époque qu'on fait toujours à la boutique, qui est un peu notre goût d'enfance. Et rhum raisin, oui, ça se fait beaucoup parce qu'il y a les glaces en France rhum raisin. Oui. Et au Japon aussi les beaucoup. Sablés, il y a une grande entreprise, j'ai oublié le nom, qui fait une grande marque
qui fait les sablés rhum raisin. Ah ouais? Donc, oui, c'est pour offrir, Ah, comme des macarons Pierre Hermé ici. Qui est très connu. Et donc, voilà, donc, tout le monde passe un peu par là. On a tous déjà goûté un sablé rhum raisin. Ah, c'est dingue. C'est un peu le goût d'enfance pour nous. Ouais, donc c'est plus les sablés, pas les glaces, quoi. Pour le rhum raisin, l'association rhum oui, raisin. C'est vrai. Oui, ah, ouais. Oui, plus ça que les glaces. Et donc là, coup de foudre avec Yuki. Oui, coup de foudre professionnel. Ouais. Merci de le préciser. Oui, non, vous n'êtes pas en couple. Il y avait le Covid. Ouais. Donc, il fallait absolument que je fasse bouger l'équipe pendant le Covid. Donc on a fait des pop-up. Il faut faire des sablés pour vendre, quoi. Ah ouais. Et donc, mais c'est toi qui étais en charge de tout ça, de créer tous les pop-up et tout. Oui. Bon, après, avec l'aide de l'équipe. Encore une fois, on avait une équipe super, je sais pas, entre 2017 et jusqu'à mon départ. En 2022. Enfin, on est tous un peu partis en même temps. En 2022, Yuki est parti en même temps que moi. Justement pour ouvrir notre pâtisserie. Et après, on tourne tous notre page, quoi. De pages. De pages. et en fait, pendant le Covid, on a dû faire quelques pop-up. C'était pas mal. C'était un bon exercice pour nous de faire... de créer, de travailler en équipe, de faire comme si c'était notre propre boutique, quoi. Et après, vous aviez fait quoi, par exemple, comme produit? On a fait des parfaits. Est-ce que tu peux décrire ce qu'est un parfait? Alors, un parfait, c'est une coupe... alors, pas forcément glacée, en fait, au Japon. Oui. Okay. C'est un dessert dans une coupe qu'on trouve souvent dans les cafés un peu à l'ancienne, avec le gelé, ça peut être des cornflakes, ça peut être... Il y a toujours quelque chose de croustillant, un petit peu de gelé, un peu de fruits frais, et un peu de crème. Et la crème fouettée avec souvent une cerise. La petite cerise confite, là. Ouais, hyper chimique. Ouais. Dessus. Et ça se dit parfait en japonais? Parfait, oui. Ah ouais. Qui n'a absolument rien à voir avec un parfait, le dessert parfait glacé. Je pensais que c'était ça, en fait. En France. Ok. Non, un parfait pour nous, c'est une coupe glacée. Ok. Chez nous, c'est glacé. Ouais. On a décidé de faire ça quand on était. Avec des glaces, 2 ou 3 boules de glace dans la coupe, avec plein de choses à l'intérieur. On fait 4 parfums en ce moment. Ah non, mais j'en suis fan. Ouais, c'est super bon. Mais donc là, le premier que vous lancez pour un pop-up, vous faites un parfum ou on en fait 3, je crois. Ah ouais, déjà? Ouais, déjà, on fait... En fait, j'ai supplié à Yuki de me faire un parfait parce que, en fait, n'ayant pas vraiment vécu au Japon, j'ai vu les parfaits comme un fantasme, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas en France. Et depuis l'adolescence, j'avais trop envie d'un parfait. Un de mes livres d'enfance, c'est un livre sur le parfait. Et je voulais toujours goûter ça. Je disais, mais Yuki, fais-moi des parfaits. Je disais, mais ouais, quand j'ai le temps. Ah, c'est dingue. Et t'avais pas goûté quand tu y habitais, là, pendant 4 ans? Je pense à l'aéroport, tu sais, dans un café un peu paumé. Mais c'était pas forcément très, très bon, tu vois. Je dis, mais Yuki, je pense que tu vas faire un très, très bon parfait. Et elle a fait pendant le Covid. Et oui, c'était pour mon anniversaire, d'ailleurs. Elle a fait un parfait matcha. Et elle a mis plein de choses dedans. Et je dis, waouh, mais c'est parfait étoilé, en fait. C'est dingue. Elle a mis quoi dedans? Elle a mis tout ce qu'il y a... Oui, tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Donc, ça n'a pas changé depuis. Donc, il y a une panna cotta au sucre muscovado. Il y a une glace matcha, glace hojicha, des crumbles au kinako. Kinako, c'est du poudre de soja grillé. Et puis, les warabi mochi au matcha. Comment tu décrirais les warabi mochi? Warabi mochi, c'est c'est un mochi. Hein. Vert, quoi. Vert. Un peu végétal. Très, très vert, comme ça. Comme le mur. Comme le mur. Et ensuite, un gelé agar au thé vert. Alors ça, c'est pas matcha, c'est thé vert. Donc, il y a un côté un peu plus
plantes. Ouais. Pour moi. Ensuite, il y avait des noix caramélisées au muscovado. Et... Les mitarashi dango. et le mitarashi dango. Alors, le dango a une autre forme de mochi avec la sauce mitarashi, qui est la sauce soja sucrée. Voilà. C'est un peu sucré-salé. Hein, sucré-salé, oui, un peu. Donc ça, bon. elle a fait ça pour mon anniversaire en 2021. One shot, elle avait déjà fait la recette parfaite, quoi. Ouais. Et après, en avril, il y avait un autre anniversaire pour Alice. Et donc, elle a fait la version fraise. Ça non plus, ça n'a pas changé depuis avril 2021. Et donc, en mai, on prépare notre pop-up. On a 3 ou 4 parfums différents. Et je démarche tous les journalistes, tout le monde. Est-ce que vous pouvez faire un article? Donc, voilà. Et c'est un pop-up page? Oui, c'était avec Page. Ils n'avaient pas des RP, justement? C'est toi qui faisais tout au niveau de la com? Oui, mais bon, j'avais la chance de connaître une super RP qui est une copine à moi aujourd'hui. À l'époque, quand j'ai commencé Page, qui m'a un peu présenté les journalistes ou comment faire, tu vois. Et donc, j'avais une base de données, enfin, des connaissances dans la donc presse. Tout fait, quoi. Je sais juste envoyer des messages. Hein. Oui, c'est un travail. C'est pas énorme. Après, le travail, c'est tout dans le produit. Donc, moi, c'est juste... mais si... Je suis derrière mon téléphone, j'envoie des messages. Oui, mais si ça rayonne pas, si les gens sont pas au courant, tu peux avoir un très bon produit, ça sert à rien. Ouais, mais écoute, je suis très à l'ancienne aussi. Je crois énormément à bouche à oreille. Ah ouais. Non, mais puis après, vos produits sont exceptionnels. Hein, mais... C'est vraiment la meilleure... publicité pour moi encore. C'est plus fort pour moi pour Instagram que... Mais c'est le bouche à oreille, et des bonnes personnes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et vous le faites où, ce premier pop-up? Je sais pas. Ok. Ouais, parce que le restaurant était fermé, en fait. Ouais. Et il y avait du monde le premier jour? Oui. On était assez étonnés. Il pleuvait et tout. Il pleuvait? On a vendu une centaine de parfaits, quoi. Mais non. Ouais, il pleuvait, il faisait... Ouais, c'était le 1er mai. Ah ouais, le 1er mai de sortie de Covid du premier confinement? Ouais. Okay. Non, c'était en 2021. À l'année d'après? Ok. L'année d'après, oui. Mais on était tous quand même encore masqués. Oui. Oui, les restaurants étaient fermés encore, il y avait le couvre-feu. Donc nous, on a décidé de juste laisser fermer le restaurant. Et donc on faisait des pop-up. Ok. Et ensuite, le deuxième était en 29 mai, c'était la fête des mères à l'époque. Et pareil, une centaine de parfaits encore. Ah ouais. Ça nous a vachement boosté notre motivation. Donc on s'est dit, allez, clair. on va faire. On va ouvrir notre boutique. Ah ouais, à ce moment-là, parce que donc là, le pop-up, c'était qu'une journée à chaque fois, c'est ça? C'est ça. Ok. Ouais. Et là, il y avait déjà des journalistes, des créateurs de contenu et tout Oui, un petit peu. Ok, d'accord. Et surtout un peu de foodies, ceux qui nous suivaient un peu, les clients de chez Page. Ouais. Okay. Je comptais un peu sur eux de faire à bouche à oreille aussi. Oui, il y avait une clientèle fidèle. Donc là, 29 mai, ça marche bien et vous vous dites... Allez, il faut qu'on se lance. Et puis toi, tu lui avais déjà dit que c'était ton rêve de trouver un associé et de créer quelque chose? Non, je pense pas. Je pense que ça se fait un peu naturellement. Je dis, mais je pense qu'on devrait ouvrir une boutique. Et elle a réagi comment? Et elle dit oui, c'est vrai, il faut. Et en fait, c'est quand en fait, dans les pop-up, elle a pas fait que des parfaits, elle a fait aussi des biscuits, des gâteaux de voyage, des cakes qui sont en vente aujourd'hui dans la boutique. Chez Rayonnance. Et donc, toutes les deux, on a pensé aux emballages. Elle a donné des idées, j'ai exécuté. Et donc, quand on a vu le rayon de gâteaux de voyage, on s'est dit, wow, on dirait une vraie boutique de pâtisserie, c'est cool. Donc là, on dit, ça peut marcher, ce concept de pâtisserie à Paris. Ouais, vous vous êtes projeté. Ouais. Et c'est là, on a commencé vraiment tous les jours, on en parlait de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et après, naturellement, on est parti de Page. Au bout de combien de temps? Yuki, elle est partie pile poil un an après. Ok. Moi, je suis partie en février. Ok. Après, juste après 2022. Voilà. Et après, on a eu un super deal
avec un bistrot, un grand bistrot dans le 16e, qui s'appelle Bistrot Pergo, qui avait une énorme cuisine au sous-sol et une énorme salle aussi, un énorme bar, tout était grand chez eux. Et donc, on a eu un deal avec ce restaurant que Yuki soit salariée chez eux. Elle s'occupe des desserts du bistrot, mais en même temps, elle peut réaliser ses propres gâteaux sous notre propre marque. Incroyable. On a acheté une petite vitrine qu'on met sur la table, sur le bar. Et on a mis nos gâteaux dedans et pour montrer aux clients de 16e, enfin le client de 16e principalement parce que on était au plein milieu de 16e et de tester nos produits. Ah, c'est dingue. Et c'est vous qui touchiez toutes les recettes là-dessus? Ou c'était partagé avec le resto? Non, c'était pas du tout partagé. C'était tout pour Pergo. Ah, ok. Ah oui. Parce que Yuki était salarié. Ok, d'accord. Voilà, donc c'était vraiment pour nous de tester, d'avoir de la visibilité. Oui, tout était pour Pergo. Voilà, visibilité aussi. Donc on a commencé notre compte Instagram là, à ce moment-là. Vous avez donné un nom à ce moment-là C'est une bonne question. Au début, on n'avait pas de nom. Donc on dit les pâtisseries de Yuki, quelque chose comme ça. Et on s'est dit, est-ce qu'on utilise le nom de Yuki Hayato, ou pas? On était un peu mitigés là-dessus. Mais peut-être un nom que tout le monde puisse appeler par un autre nom à part Yuki Hayato. C'est sympa, Yuki Hayato, mais c'est pour ça, en fait. Est-ce que vous l'incarnez? Est-ce que vous mettez le nom et le prénom? Ou est-ce que vous créez vraiment une marque séparée, oui. Dépersonnalisation. Et donc, on pensait à un nom qui malheureusement a été pris par la suite. Ah oui, tu m'avais dit, je me rappelle plus lequel c'était. Oui, c'est ça. Et en fait, on aimait bien ce nom. On voulait s'appeler Rayon, comme le rayon du soleil. Ouais. Et tous nos amis étaient, ça fait penser à rayon de vélo, rayon X, rayon de supermarché, le rayon d'or, République. Mais nous, on aimait bien la sonorité. La sonorité, mais aussi le fait que les gens ils posent la question. En fait. C'est bizarre. Mais c'est quoi pâtisserie Rayon? Qui s'appellerait Rayon? C'est bizarre. Et vous aimiez bien le fait que ce soit bizarre et que les gens s'interrogent. Oui, c'est original. Grave, ça fait parler. Oui. Et en fait, tout ça parce que le rayon de soleil. Mais aussi, on aime bien les lignes droites. Enfin, Yuki, surtout, elle aime bien les lignes droites. Elle aime bien que tout soit carré. C'est clair. Les rayons. Ça, c'est un peu ça. Et donc, en fait, lors de la création d'entreprise, j'ai été suivie par la CCI de Paris. Donc, avec le compte de formation, on peut payer les formations pour ouvrir son restaurant. Donc, on a une formation sur 5 jours. Donc, le premier jour, on travaille sur l'hygiène. Deuxième jour, sur fiscalité. Le troisième jour, ainsi de suite. Je pense bien. C'était un bon accompagnement. Oui, c'est ça. Et donc, tu payes, je ne sais plus combien c'était, mais tu payes avec ton compte de formation. Et je pense que c'était le 4e jour, quelque chose comme ça. On avait une cours digitale. Et donc, la première chose que notre prof, il nous dit, est-ce que vous avez pensé à déposer votre marque? C'est une bonne question, j'ai complètement oublié. Donc, je vais sur le site de l'INPI. Et en fait, il y a un mec qui a déposé la marque, mais 2 semaines avant. Là. Et un mec avec qui vous avez parlé? Non, pas du tout. mais du coup... Et pour le même genre, enfin pour une pâtisserie ou... Oui, parce que tu peux catégoriser. Ouais. Par exemple, rayonnance, ça existe déjà, mais dans les solutions tech. Ok. D'après ce que mais là, du coup, Rayon, c'était déposé en tant que pâtisserie? Oui. Ah ouais. C'est pâtisserie salon de thé. Mais ça existe? Non, ça n'existe pas. Non, mais je pense que le mec a vu et il a déposé direct. Mais où est-ce qu'il aurait vu Alors, parce que j'ai fait une présentation pour envoyer à tous les immobiliers commerciaux de Paris. C'est abusé. Et avec... avec le nom de Rayon. Mais moi, ça me fait marrer cette histoire. C'est dingue. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est marrant, mais c'est dingue les gens qui pensent à tout de suite aller mettre des bâtons dans les roues des gens qui connaissent pas. Ouais, mais bon, écoute, maintenant, sur
sur le moment, j'étais furieuse. Mais maintenant, je me dis, j'aurais peut-être fait pareil, en fait. Ah ouais? Même si t'allais pas l'ouvrir? Peut-être. Sérieux? Mais pourquoi faire? Bah non, mais je sais Juste pas. pour embêter les gens? Non, pas du tout. Je pense que c'était pour protéger, pour se protéger. Parce que je pense que à la base, c'était une marque de boisson, quelque chose comme ça. Okay. Donc c'était assez proche, tu vois. Donc je comprends ok, d'accord. qu'il ait fait ce move-là. Mais c'était un mal pour un bien à la fin, parce que finalement, on aime bien Rayonnance. Et du coup, oui, vous vous êtes dit, bon, Rayon est pris. Bah tant pis, il faut trouver un autre nom. Donc assez rapidement, on a trouvé Rayonnance, quoi. Ouais. Qui fait comme une résonance, rayonnance, pourquoi pas. C'est un joli nom, je trouve. Ouais. Donc finalement, voilà, ça fait pas une sonorité aussi bizarre que Rayon. C'est vrai. On pose plein de questions. Mais c'est plus maison de pâtisserie que Rayon. Rayonnance. Donc nous sommes contentes aujourd'hui. Et donc vous vous êtes mis d'accord très rapidement, surtout un peu comment vous alliez ouvrir, ce que vous vouliez y faire. Oui, c'est ça. Bon, après, la recherche de local était assez longue. C'était 1 an. Mais bon, mais c'est comme ça. Hein. Tu peux trouver un local en 1 mois comme en 2 ans. Donc, ce sont des choses que tu peux pas vraiment contrôler. En fait, tu sais jamais quand est-ce qu'un bon local va tomber sur toi. Et on avait même signé un local. On a signé les promesses de vente. Mais finalement, ça s'est pas fait, faute de l'UG. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'était comme ça. Ouais. Moi, on n'a pas vécu énormément de galères pour ouvrir notre entreprise et le local et la boutique. C'était assez fluide au final. Ouais. Ah, c'est chouette, hein. Les planètes étaient alignées. C'était aligné. Après, nous, on a eu la chance d'être hébergés chez Pergo aussi. Qu'on était assez occupés, en fait, et qu'on avait d'autres problèmes à côté, mais on avait notre production à concentrer là-dessus. On avait des commandes pour des grands gâteaux d'anniversaire, des choses comme ça. Et on avait des commandes, donc voilà, on pouvait se concentrer. Oui, vous aviez un travail. Oui. Mais d'ailleurs, je me demandais, Pergo, comment vous les avez rencontrés? Comment vous en êtes arrivé à ce... C'était des clients de chez Page. Ah ouais? Ouais. Et il connaissait votre donc, projet ami, on parle avec lui et voilà. Et vous lui dites, on aimerait faire ça et tout. Et c'est lui qui a l'idée de, venez faire les gâteaux. Et... Oui. Ah ouais. Et on teste. Et qui est aujourd'hui Silent Partner. Qui est aujourd'hui? Et Silent Partner. C'est vrai? Oui, c'est ça. Ah. Enfin, je sais pas, c'est notre investisseur, quoi. Ouais, aujourd'hui. ok. Ah, incroyable. Et chez Pergo, du coup, ça marchait bien? Ça marchait bien, oui. Ça marchait bien. Ça nous a permis quand même d'avoir notre visibilité. Ok. Bouche à oreille. C'est là où on a fait notre premier parfait. Et les premiers Instagram, les premiers réseaux. Les premiers RP, du coup, aussi ou Première RP. Avec la presse et tout ça ou... Première RP, presse, oui, de temps en temps, ils venaient, mais bon, je démarchais pas tant que ça, en fait, les presses à l'époque, je pense. Ouais. Et donc, il y avait donc déjà quelques créations signatures? Oui, c'est ça. Tout ce qu'on voit... Enfin, presque tous les créations signatures ont été... Le Saint-Honoré Hojicha? Oui, par exemple. Ouais, le cheesecake... le cheesecake Comté a fini 18 mois, il était déjà là? Oui. Ah non, mais il était déjà là depuis Page, en fait. Ah ouais? Le cheesecake, oui, parce qu'en fait, le cheesecake, ça a été conçu. Comment? Parce qu'il y avait une demande spéciale quand on était chez Page. Il y avait une dame qui est venue vers Yuki en disant « Est-ce que tu peux réaliser un cheesecake qu'on ne peut pas réaliser à la maison ?» Parce que son mari, grand amateur de cheesecake, et c'est elle qui le fait d'habitude, mais cette fois-ci, elle voulait demander à une chef étoilée. Waouh! Une chef pâtissière étoilée. Donc Yuki, tout de suite, a dit alors qu'est-ce qu'on ne peut pas réaliser à la maison? Ah oui, une autre critère, c'est qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser d'agrumes pour le cheesecake. Et donc elle a dit ok, dans le restaurant, qu'est-ce qui est un bon cheesecake qui est typique, qui sort typiquement d'un restaurant. Donc, en fait, à l'époque, on servait le comté.
pour les plateaux de fromage. Donc, elle a trouvé ça. Mmh. Elle a fait des essais avec plusieurs fromages, plusieurs raffinages. Mmh. Et le plus fruité, naturellement, c'est le 18 mois. Hein. C'est Ouais. le fromage c'est le comté qu'on utilise souvent pour les dégustations de vin. Ok. Donc, c'est pour ça le cheesecake, pour moi, c'est pour accompagner le blanc de blanc, surtout. Ah. Ou le café. Ah là là, il est tellement bon ce cheesecake, C'est il est très incroyable. bon. Et en plus, il est sans gluten. Oui. Et il est bien. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est dingue. Ouais, Et c'est assez clivant. Alors que moi, j'aime pas le fromage. Ah. Ouais. Et le comté, je peux pas en manger comme ça et tout. Et c'est vrai que la première fois quand je l'ai vu, je me suis dit ah mince, j'adore le cheesecake, mais j'aime pas le comté. Et quand je l'ai goûté, mais d'un équilibre. Mais de toute façon, c'est le mot qui définit Yuki à chaque fois. C'est elle trouve un équilibre, une harmonie en fait, des goûts et j'adore. Ok, donc il y en a beaucoup qui dataient de chez Page. D'accord. Oui. Et comment ils l'ont pris d'ailleurs, Page, le fait que vous partiez ensemble et que vous montiez une pâtisserie ensemble? Bon, écoute, je pense que pour eux aussi, c'était une façon de tourner la page. J'étais là pendant très longtemps. Il y avait le Covid. Ensuite, une autre... T'as été combien de temps chez Page? 7 ans. Ah ouais. Ouais. C'était fini. Voilà. Ouais. Il fallait passer à autre chose. Ouais. Non, eux aussi, ils savaient que je voulais faire quelque chose de moi-même. Donc, Et t'as jamais eu peur à ce moment-là de quitter justement boulot salarié et non, tout? j'étais trop contente. Pourquoi peur? Il y en a beaucoup justement qui osent pas se lancer. Ouais, mais en fait, quand on a envie, je sais pas, t'as eu peur quand t'as lancé le podcast? Non, pas le podcast, mais j'ai eu peur quand je me suis reconvertie. Ah ouais? Sans Mais, filet. alors, en fait, t'as eu peur de quoi? De pas trouver un moyen de me rémunérer. Ouais. Et d'être sans filet, quoi. Ouais. Et après, tu peux toujours retourner. Ouais, mais du coup, t'as peur que ce soit un échec. Enfin oui, c'est que des projections de peur, effectivement. Ouais. Et là, je les ai beaucoup moins maintenant. Mais je le vois, effectivement, autour de moi. L'argent, le fait, de... Ah, de ne plus avoir l'argent. Ouais, de plus avoir d'argent, ça fait peur, quoi. Mais je pense que les reconvertis... Enfin, ceux qui se reconvertissent... ils ont quand même une compétence de leur premier job, premier métier. Oui, mais ils ont aussi un syndrome de l'imposteur, quoi. Ouais. Moi, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur. Je venais du cinéma, j'arrive dans la bouffe, je suis qui pour travailler là-dedans, quoi. Ouais. Mais alors, parce on demande souvent si t'as eu peur ou pas. Mais j'ai jamais... Est-ce que t'as des peurs dans ta vie? Ouais, bien sûr. T'as peur de quoi? De me faire renverser par un camion au vélo. Oui, je comprends. Oui, donc t'as peur de la mort? J'ai peur de me faire mal. Ah, c'est la douleur? Ouais, je sais pas. Est-ce que quand tu fais quelque chose... Alors, je sais pas, j'ai tout de suite une réaction. Peut-être c'est une réaction de survie, je sais pas. Mais de tout le temps réfléchir ou penser à la pire chose qui puisse t'arriver. Ah ouais? Mais quand est-ce que tu penses à ça? N'importe où. Ah ouais? Ouais, même maintenant. La pire chose qui puisse nous arriver. Et par exemple, ce serait quoi la pire chose? La porte nous ouvre et qu'on est enfermé dans ce putain de studio pendant je sais pas combien de temps. Ah ouais, tu penses à ça? Ouais. Et comment on peut survivre? Donc, avec cette bouteille d'eau, combien de jours on peut tenir? Ah, c'est incroyable! Oui, je sais pas, tout le temps. Et, et en fait, je pense que ça me permet de ne pas avoir peur, je pense. Ouais, t'es dans l'anticipation, en fait. Peut-être. Ouais. Mais effectivement, j'ai l'impression que c'est de la survie. Et ça doit avoir un rapport avec des ancêtres ou un truc comme ça. C'est un truc de dingue. Mais j'ai rarement entendu ce genre de peur. C'est vrai? C'est dingue. Mais personne m'a appris ça. Je sais pas pourquoi, et ni depuis quand. Peut-être depuis quand on parlait d'enfance. Peut-être là. Tu vois, ouais?
quand Ou est-ce que ça t'est arrivé d'être enfermé ou Non, pas du tout, Ok. Heureusement. Non, parfois, il y a des gros traumas qui naissent, mais juste une porte qui est fermée 5 minutes, quoi. Non, Ok. pas du tout. Et je sais pas, je faisais des rollers et on descendait des pentes avec nos bâtons de ski, en fait, comme si on faisait du ski, mais en roller dans la rue, avec une pente comme ça. Et mon copain en bas de la rue, on avait 8 ans, hein, il dit « Ah, mais attention, il y a une voiture !» Donc là, tu vois. Et là, je me souviens, à ce moment-là, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est d'enfoncer la voiture et je suis écrasée, quoi. Et là, tout de suite... je sais pas, t'as jamais ça Mais tu sais que c'est très bizarre parce qu'il m'est arrivé la même chose. Ah, c'est vrai? En roller au Trocadéro. Et pareil, je devais avoir 8 ans. Et pareil, j'étais avec mon frère. Ouais. Et la pente... Alors, j'avais pas de bâton de ski. Et la pente était... Pourtant, maintenant, quand je vois la pente au Trocadéro, elle est pas très raide. Hein. Mais quand j'étais en roller, ça me semblait très raide. Ah, oui. Et tout d'un coup, je vois mon frère qui s'arrête et qui me dit « Stop !» Parce qu'il y a la rue en face et les voitures qui passent. Et du coup, là, je me dis... non, je me dis pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Je fais un plouf-plouf. En fait, plouf-plouf entre est-ce que je fonce dans les voitures ou est-ce que je fonce dans les poteaux qui sont sur les côtés. Et vraiment, je fais le plouf-plouf dans la tête pendant que je suis en train de dévaliser la pente. Et finalement, ça tombe sur le poteau. Et là, je suis rentrée dans le poteau, je me suis pété le nez et le pouce, quoi. Oh. Mais c'était soit ça, soit les voitures. Ouais. Mais c'est dingue. Mais j'ai jamais réagi comme toi, après coup, de me dire, du coup, dans chaque situation, de penser à qu'est-ce qui m'arriverait de pire, quoi. Ouais. C'est dingue. Mais après, on s'en sortira, hein, toujours. Oh. Oui, mais c'est ça, t'as cet optimisme. Je pense pas que tu sois une grande angoissée, non? Non, je suis angoissée par les impôts, mais... c'est vraiment les seules choses. Oui, la bureaucratie, l'administration. La phobie administrative. Ça, j'ai très, très peur. Ouais, mais vraiment. J'ai tellement peur, j'ai pas envie de toucher. Mais comment tu fais alors? Mais je finis par faire. Mais je suis comme ça. Tu trembles vraiment? Non. Mais dans ma tête, c'est dingue. Je déteste. Tu détestes parce que tu as peur de pas comprendre, c'est ça? Ah, mais je comprends pas. Ouais, mais moi non plus, de toute façon, personne comprend. J'ai pas peur de pas comprendre, je comprends pas. Ouais, non, mais pareil. Ouais, mais non, mais je n'ai jamais compris la peur pour ah ouais, se le stress, ouais, c'est dingue, hein. Ah ouais, ok. Donc si, parce que ça c'est une question que je pose en général à la fin du podcast, mais je vais te la poser déjà maintenant. Ouais. Dans le podcast, j'invite justement des gens qui font les choses, qui écoutent leur cœur et qui agissent malgré les peurs. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes justement qui n'osent pas s'écouter et qui n'osent pas aller au-delà de leur peur. Et j'allais te demander, qu'est-ce que tu leur conseillerais à eux pour qu'ils s'écoutent et qu'ils fassent les choses? Quand j'ai quand même eu une doute au début. Elle est humaine. Non, mais c'était pas vraiment une peur. C'était plus, est-ce que c'était quoi? C'était tellement... Enfin, maintenant, j'y pense, c'était tellement ridicule, ce que je pensais. Désolée, hein. Mais non. Avoir des doutes, c'est pas ridicule, mais juste, c'était tellement petit de ma part de penser comme ça maintenant. Que je sais plus je sais pas à quoi je pensais. Mais à l'époque, je parlais à un ami, donc pareil, un client de chez Page qui est devenu un ami, qui s'appelle Niki. Et parce que j'ai demandé des conseils, pareil, il faut investir, comment en fait, projet financier. Et il me dit, Lumi, tu sais quoi, et tu es une privilégiée. Regarde-toi, t'es super bien entouré, t'as un environnement de dingue à Paris. Mais de quoi te plaindre, en fait? Enfin, pourquoi avoir des doutes? Ah ouais. Et c'était un peu le hard love par rapport, qui venait de lui. Mais lui, mais arrête de trop réfléchir, mais fais quoi. Ah, c'est dingue. Hein. Juste fais-le. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Donc il t'a un peu rentré dedans. Ouais.
Ah, c'est marrant. Oui, donc il y a eu un mini doute, mais qui a tout de suite été dissipé. Ouais, mais je sais plus pourquoi. Je sais plus. Je savais que je voulais faire quelque chose. Ouais. Je savais que je voulais... À l'époque, je savais déjà que je voulais faire avec Yuki. Mais je sais pas, peut-être c'était la forme. Est-ce qu'on ouvre une boutique Parce qu'à l'époque, je pense que c'était... Il y avait beaucoup de click and collect. Ouais. Et pas de boutique physique. Ouais. Peut-être c'était pour ça. Est-ce qu'on ouvre vraiment une boutique? Oui, parce qu'en plus, après le Covid, il y a eu beaucoup. Et tu as eu la délicatisserie de Nina Métellier. Tu as eu pas mal de choses, effectivement. Claire Etzler aussi, non? Ouais. Qui avait fait ça, où effectivement, elles ouvraient plus leur pâtisserie. Ouais. C'était des pâtisseries en ligne. Mais donc, c'était plus pour ça, je pense, que j'ai eu des doutes. Mais... Et t'as jamais eu peur de l'échec? Ben... Non. Non, mais c'est génial. Mais non, mais parce que, en fait, l'échec, dans ce qu'on fait, l'échec, c'est quoi? Enfin, encore une fois, c'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver, en fait? Là, maintenant, la pire chose... Enfin, à l'époque, avant de lancer, la pire chose qui puisse arriver, c'est ne pas avoir assez d'argent pour investir dans notre projet, que la banque refuse. Mais si c'est comme ça, c'est un échec. Mais bon, on tourne la page, on fait autre chose, quoi. Enfin, mais après, de créer la pâtisserie et que ça marche pas, et d'avoir des dettes, et de devoir rembourser... Ouais. Mais écoute, alors... Il n'y a pas ça. Non, ça va. Mais tant mieux. J'ai pas envie de te mettre ça dans la tête. Non, c'est dans ma tête. OK. Bien sûr. Mais on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais je pense que tout le monde. Ouais. En fait, récemment, j'ai rencontré un ami qui est médecin. Et d'ailleurs, peut-être tu peux l'interviewer. Il est génial. Ouais. Il m'a dit quelque chose j'étais hyper d'accord. Il a dit exactement ce que je pensais. En fait, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Il me dit ouais, en fait, j'ai un poste. J'aimerais bien avoir un poste pour moi, tout seul, à l'hôpital. Et je fais tout pour avoir ce poste-là. Et on se dit, genre, ok, qu'est-ce que tu vas faire si t'as pas ce poste, en fait? Et il me dit, il n'y a pas, en fait. Le plan A. Ah, il n'y a pas de plan B. Le plan A, c'est j'ai ce poste. Et je fais tout pour créer des murs autour. Oh. Et il n'y a pas d'autre choix. Ouais, il n'y a que le plan A, quoi. Et je dis, c'est exactement ça. Donc, peut-être pâtisserie rayonnante, ce sera un grand échec. Je sais pas. Hein, c'est pas parti pour, en tout cas. Peut-être. Peut-être. Mais si c'est le cas, écoute, on réfléchira à ce moment-là. Et il y aura... Ce sera toujours dans les plans A. Voilà. Oh. Voilà. Non, mais il n'y avait pas le choix. Il fallait faire la pâtisserie. Ouais, il fallait faire. C'était déjà ça, le plan A. Ouais. Donc, mais ouais, je suis toujours peut-être trop optimiste. Non, mais c'est génial. Mais c'est ce qui permet de faire des choses comme ça. Et on va revenir du coup à la pâtisserie, parce que vous trouvez le local rue de Maubeuge. Oui. Vous avez un coup de cœur direct ou Direct. Ah ouais? Oui, direct. Parce qu'en fait, on avait... La raison pour laquelle on a eu pas mal Enfin, on a mis 1 an à trouver un local, c'est parce qu'on avait des critères OK. pour le local, que le labo soit au rez-de-chaussée, que ce soit dans le quartier à la fois résidentiel, touristique et bureau. Ah ouais. Qu'il fasse... qu'il fasse au moins 40 mètres carrés, la taille était très importante. Quoi d'autre? C'était ça les 2 grands critères. OK. Oui. Mais critère numéro 1, c'était vraiment le labo au rez-de-chaussée. Ouais. D'avoir la lumière du jour. D'avoir la lumière du jour, d'avoir l'air court. Enfin, de l'air. Ouais. Et même vous pouvoir communiquer facilement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et aussi pour que Yuki... Enfin, moi, communiquer avec Yuki, mais Yuki puisse communiquer avec les clients directement. Parce qu'elle voit aujourd'hui les clients qui viennent tous les jours, qui vient 1 fois par semaine, qui vient jamais. Et donc... elle tient les comptes. Elle tient les comptes. Moi aussi.
Non, mais c'est important, je pense, pour que Yuki puisse avoir le retour direct des clients. Ouais, c'est clair. Et c'est ça, ce qu'on adore avec la pâtisserie en ce moment, c'est qu'il y a des gens du quartier qui viennent. Ce qu'on a acheté hier, c'était génial. Oh. Au revoir, bonne journée. Ah ouais, ils passent juste pour vous faire des retours, quoi. Ça, c'est génial. J'adore. En fait, c'est ça, le vie de quartier, le vie commerçant du quartier. C'est super sympa. Oh. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait un quartier résidentiel et aussi un peu touristique. Parce qu'il y a, mine de rien, énormément de Airbnb et d'hôtels autour. Ok. C'est pas du tout un quartier touristique, mais il n'y a pas de monument historique autour. Ouais. Mais c'est entre Montmartre et Opéra, grand magasin et tout. Ouais. Et donc, en fait, c'est le grand... grand axe. Oui, un axe, oui. Parce que c'est la rue qui monte directement à la gare du Nord. Donc, ceux qui prennent Thalys, Eurostar... Non, Thalys, ça n'existe plus. C'est Eurostar. Ah, ça n'existe plus, Thalys? Bah, j'ai pas vu, en tout cas. Ah ouais? Ouais, c'est l'Eurostar pour aller en Belgique, par exemple. Ah ouais? Ouais. Ah bah, tu vois, je suis pas du tout à la page. Bah, tous ceux qui prennent l'Eurostar, enfin, ils prennent l'Eurostar pour aller en Belgique. Non, mais il y a des gens qui vont à la gare du Nord. Ils passent par la boutique, donc c'est bah cool oui, pour la moi, à chaque fois que je vais à la gare du Nord ou que je revenais avec ma petite valise. C'est ça. C'est génial, les touristes qui viennent. Et voilà. Donc, coup de cœur pour le lieu. Un grand coup de cœur. Surtout, était propre. En fait, c'est tenu à l'époque par Fabien qui a le 42 degrés, le restaurant vegan qui marche très bien à côté du métro Poissonnière. Et il avait ouvert son labo là. Et il avait fait tous les travaux pour. Et, en fait, il a décidé de fermer par la suite. Et donc, on avait tout le sol, le mur qui était déjà fait. Ah ouais, c'était nickel. Ouais, c'était nickel. Ouais, vous aviez juste à arriver. Et on a cassé juste deux, trois murs. Et on a mis une autre qui est la vitrine, qui est juste... Enfin, la vitre. Qui est entre... qui est juste derrière moi. Okay. Et ensuite, on a repeint et c'est tout. Et pour vous, c'était très clair de comment vous alliez vous organiser, combien de personnes, qui fait quoi. Oui, c'était assez clair pour nous. C'était quoi, du coup? Le modèle? Ouais. Il y a Yuki en production, une autre personne, et moi à la vente. Ok. Mais c'est tout. Ouais, c'est dingue, hein, vous êtes vraiment pas nombreuses. Hein. Et une stagiaire... qui fit des coups de main pour des galettes ou... Oui, pourquoi pas, mais l'année dernière, on a fait 100, je pense. Mais, Ouais, mais vous étiez bien fatigués. Ah oui. Mais oui, on était assez clairs dès le début. Mais je pense que toute entreprise au début, on bosse bien. Quoi. Et la volonté de la pâtisserie, vous vouliez proposer quoi comme pâtisserie? Bah, tout ce qu'on faisait chez Pergo, plus non, tout ce qu'on faisait chez Pergo. Et ça, comment tu le décris aux gens? Est-ce que tu dis c'est la pâtisserie française, un peu twistée Non, la pâtisserie française. Ok. Parce que même si on est japonaise, Yuki a eu la formation de la pâtisserie française. C'est tout ce qui est chou, la crème chantilly, le shiboost. Tu peux pas faire plus française que ça. Grave. Ouais, mais vous le twistez avec justement du hojicha. Mais bon, il y a que ça. Il y a que le Saint-Honoré en fait. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Sur 8, il y a juste un produit. J'ai failli te dire. Tu vois, il y a plein des pâtissiers français qui utilisent plus de produits japonais que nous. Les personnes ont dit que c'était la pâtisserie japonaise. Ouais, t'as raison. Et donc, juste en regardant dans tête. Les gens s'imaginent que c'est japonais. Ouais, après, on sait qu'il y a... Après, il y a aussi le travail. Et effectivement, des chefs japonais, pour moi, c'est vachement plus justement au cordeau. Enfin, c'est le travail qui est derrière, justement cet équilibre et un peu le fait d'être aussi carré. Ouais. Peut-être c'est une énergie qui se ressent aussi dans la pâtisserie. Aussi. Mais oui, c'est des pâtisseries françaises, gâteaux de voyage et des glaces. J'adore les gâteaux de voyage de Yuki. C'est vraiment tout ce qui est biscuits. Tu le mets dans la poche. Tu peux l'utiliser comme un encas. Un encas pour toi, mais aussi pour cadeau, tu sais. Oh. Si t'as un truc, si tu dois payer quelque chose, tu payes avec. Tu payes avec les biscuits. Tu payes des trucs avec tes biscuits? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Tu payes quoi? Je sais pas, une réparation vélo. Mais non.
Non, mais ça fait plaisir à tout le monde, en fait, les gâteaux de voyage. Non, mais en plus, ils sont excellents, ces gâteaux. Quoi. Ouais. Celui pomme tatin, là, caramélisé par-dessus. Ou le citron, ou le vanille. Enfin, bref, ils sont tous trop bons. Quoi. C'est très, très bon. Mais ok, vous ouvrez, donc on l'a dit, en septembre, il y a presque 2 ans, donc 2023. Oui, 3. Comment ça se passe ? Ça se passe, plutôt bien. Vous informez tout le monde ou c'est le bouche à oreille ou... Alors, je sais plus comment on a fait. Moi, je me souviens que, Aurore et d'autres étaient déjà au courant. Moi, c'est là que j'ai rencontré Ali aussi. Enfin, il y avait beaucoup de créateurs de contenu le jour de l'inauguration. Oui, il y avait... Oui, c'est vrai. J'ai pas mal invité mes amis, mais... Oui. Ouais, tu sais plus, c'est passé trop vite, quoi. Ouais, c'est passé trop vite. Et je sais plus. Et ça a vite pris ? Oui. C'était les clients de quartier, surtout. Ouais. Après, tout de suite, c'était la galette des rois aussi. Ah ouais. Après, parce qu'on a ouvert en septembre et 2 mois plus tard, c'était... 2-3 mois plus tard, c'était galette des rois. Et les galettes, vous les faites à quoi ? Galette classique. Galette des rois classique, avec la frangipane, avec du rhum. C'est trop bon. Et c'est d'habitude, moi non plus, j'aime pas trop les galettes. Donc, la seule galette que j'arrive à vraiment, vraiment apprécier, c'est la galette de Yuki. Et ouais, je suis désolée, je me souviens pas trop. Ah bah non, t'inquiète pas. Pour l'ouverture. Non, ça s'est passé vraiment naturellement, de manière assez fluide, je pense. Mais on a eu beaucoup de chance avec ça. Ouais. Beaucoup de chance sur la fluidité. Sur la fluidité, oui. Ouais. Et le fait que ça marche bien petit à petit. Ouais, mais bon, quand c'est bon, tu sais. Ouais. Je pense que les gens, ils reviennent, quoi. Les enfants du quartier, les mamies, papis, les parents. Ouais, vous avez tout de suite été adoptés, quoi. Ouais, la clientèle est très, très sympa. Le quartier est très sympa aussi. Ouais, c'est clair. Moi, j'arrête pas de dire qu'il faut faire une fête dans la rue de Maubeuge. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais parce qu'il y a plein de commerçants géniaux et que des bonnes choses. Ouais, c'est une rue qui commence à prendre. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, elle est parallèle à la rue des Martyrs qui cartonne, mais qui est devenue pleine de franchises, en fait. Il y a beaucoup de commerces de bouche, mais finalement qu'on trouve un peu partout. Alors que là, vous êtes beaucoup d'indépendants, d'artisans. C'est ça. Mais il y a beaucoup de gens... Alors, j'entends ça au moins une fois par semaine, encore, depuis 2 ans. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais en fait, je passe toujours par la rue de Martyrs et jamais par la rue de Maubeuge. » Mais l'autre jour, j'ai lu un article sur vous que j'ai décidé de prendre la rue de Maubeuge et j'habite à 50 mètres, quoi. Ah ouais. C'est dingue. Et donc, j'entends ça tout le temps. Donc, on est content de faire venir les gens sur la rue de Maubeuge. Ouais, non, mais c'est clair. Est-ce qu'il y a eu des faits marquants pendant ces 2 années depuis l'ouverture ? Yuki a eu pas mal de prix d'un média qui s'appelle Food Pâtisserie. Donc, ça, c'était très, très motivant pour nous. Ah ouais. On a eu une fois pour la glace Hojicha. Donc le Hojicha, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est un thé grillé qui est servi souvent avec des repas au Japon. Et ensuite, l'année d'après, elle a eu le prix, le trophée Madeleine du jury, pareil avec le Food Pâtisserie, pour la tarte à la crème brûlée qu'elle a développée l'année dernière. Et puis, la galette des rois aussi, elle était classée 10e sur 180 en Grand Paris. Ça, c'était énorme. Waouh. Ouais, c'était super. Quand j'ai reçu le coup de téléphone, j'ai hurlé. Il y avait des clients devant moi. Oui, ils devaient être trop contents aussi. Oui, c'est vrai, ils sont assez... ils nous soutiennent pas mal. Ouais, mais elle est trop forte. Et du coup, vous sentez derrière les conséquences de ces prix et tout ça ? Oui. On a eu un flux de personnes qui venaient pour ça. Après, il y avait des très très bons qui sont passés aussi. La Forêt Noire, Bostock aussi. Ouais. Et ce que j'ai remarqué aussi à la boutique, c'est que mais moi aussi je suis comme ça dans d'autres boutiques, mais quand on aime quelque chose, on prend que ça en fait. Ouais.
Ouais. Donc, c'est clair. Je pense qu'il y a beaucoup de boutiques qui font ça, mais il y a toujours un monsieur qui prend que le Bostock, une madame qui prend que, je sais pas, le financier. Donc, c'est forcément madame financier ou monsieur Bostock. Ouais, non, mais c'est clair. Toi, t'es madame cheesecake. Oui, grave. Je suis beaucoup comme ça. Mais oui, et puis surtout, moi, je me souviens de l'époque où la tarte crème brûlée, en plus, vous avez eu le guide ultime derrière qui a fait une vidéo. Oui. Il y avait une queue qui n'arrêtait pas. Tout le monde vous appelait pour en réserver et tout. C'était un peu... Et vous vouliez en laisser, en plus, pour les gens qui sont dans le quartier. Pas tout réservé. Ouais. Et il y a des gens, moi j'étais en boutique à ce moment-là, qui, quand il n'y avait pas de tarte crème brûlée, qui s'intéressaient pas du tout à tout le reste de la pâtisserie, quoi. Oui, mais bon, ça fait la visibilité en plus. Oui. Et le guide ultime font un très très bon travail aussi. Donc, Ah non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est marrant les réactions des gens derrière qui viennent que pour ça. Mais ils se disent pas, finalement, la pâtisserie, du coup, s'ils font un truc très bon, tout doit être très bon. Mais c'est que ça, quoi. Non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle est très très bonne, cette tarte à la crème brûlée. Ouais. Même si je suis intolérante au gluten, je l'ai goûtée. Mais la tarte rhubarbe aussi. Et le Saint-Honoré au Giccia aussi. Non, c'est trop bon. Ouais, non, mais tout est vraiment trop bon. Et justement, je me demande, quelle est la suite ? Est-ce que vous en parlez déjà ? Est-ce que vous y pensez déjà ? Est-ce que vous avez des rêves, des envies, des projets ou... Alors déjà, garder la qualité. Parce que nous, on est parti du principe qu'on ne se multiplie pas. Quand on a ouvert la boutique, quand on parlait avec nos investisseurs et la banque aussi, ils posent tous la même question. Est-ce que par la suite, vous allez vous agrandir ou est-ce que vous allez faire des franchises? Je sais pas. Ouais. Mais en fait, notre réponse était toujours non. On veut juste garder une boutique et c'est tout. Pourquoi ? Parce que on est des personnes de terrain. Voilà. Ouais. Moi, je suis à la vente, Yuki à la boutique. Quand je suis pas là, quand Yuki n'est pas là, c'est fermé. La boutique est fermée. Ouais. Et donc, ou sinon, je sais pas. Je pense au scénario où je vends que des biscuits. Mais bon, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'ouvrir la boutique sans Yuki à la boutique. Ouais, vous êtes vraiment fusionnels les deux. Ouais. Enfin, vous êtes le binôme. Ouais, on est très complémentaires. Et donc, quand il n'y a pas une, ça ne marche pas, en fait. Ouais. Et aussi, c'est la fabrique de marque aussi, je pense. Nous sommes là à la boutique. Ouais. Oui, les gens viennent vous voir. Moi, je passe souvent juste pour vous dire bonjour. J'aimerais bien voir les choses comme ça. Ouais. Il y a la pâtisserie. Et les viennoiseries, les glaces et tout, mais aussi parce que nous sommes là. Aussi, ça fait partie de la marque, je pense. Ouais, ce lien humain. Ouais, qui est très, très important pour être petite commerçant. Et non, mais je sais pas, il y a des coffee shops, j'adore aller. Et je vais aussi pour l'ambiance, pour juste être servi par le mec, quoi. Mais ouais. Ouais. Et j'espère qu'on crée la même expérience chez nous. Donc, la suite, c'est qu'on maintient ça, déjà, pendant une certaine période de temps, jusqu'à ce que, peut-être, on en a trop marre, quoi. Ouais, on verra. Et il y a des produits que vous voudriez développer, ou est-ce que vous voudriez une boutique plus grande ou Non. Ok. Non, on aime bien là où on est. Ouais, non, mais génial. Ouais. Non, on a souvent parlé de locaux plus grands, mais non, on aime bien notre taille. Non, c'est bien comme ça. Ouais. De garder la qualité, que Yuki puisse... Est-ce que si c'est trop grand, Yuki, elle doit tout surveiller. Ouais. Donc, et moi aussi. Donc, non, c'est dans le... Tout est dans la vision. Ouais, mais parce que toutes les deux, vous avez besoin de gérer. Vous n'êtes pas trop, justement, dans la délégation de se reposer sur les autres. Et, on peut, hein, mais est-ce que c'est ce que vous voulez Oui, bien sûr. Mais petit à petit, quoi. T'aurais envie de mettre quelqu'un à ta place à la vente Pourquoi pas. Mais c'est pas demain, quoi. Ouais. Ça peut arriver. Ok. Mais d'abord, il faut connaître le métier. Enfin, est-ce que j'ai fait d'abord? Non, mais c'est clair. J'ai pas encore
complètement maîtrisé, je pense. Ouais. Ça fait que 2 ans que je fais ça. Donc, ouais. Je vais déjà maîtriser bien ce que je fais. Et ensuite, je peux déléguer. Mais je ne suis pas prête encore, je pense. Ouais, je comprends. Ouais. Et en plus, je pense aussi, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que vous voulez faire des collabs, genre même partir parfois à l'étranger, proposer des pâtisseries dans d'autres restos? Ouais, ça, on en parle. Ah. Mais il faut que il faut que ça soit Parfait. oui, mais aussi il faut que ça a un sens Bien sûr. pour nous. Il faut qu'on arrive à nous amuser, surtout. Ouais. C'est très important. Vous n'avez pas des idées d'endroits qui vous plairaient? Certainement au Japon au début, parce que on aimerait bien que nos amis japonais puissent goûter les pâtisseries de Yuki. Mais ouais, il faut qu'on trouve un endroit. On va voir. Ça me donne Mais il des faut que ça idées. soit fun. c'est vraiment le but ultime. Oui, Il faut de que ça soit fun. s'amuser. Ouais, de s'amuser. Quitte à faire une perte, je sais pas, mais il faut que ça soit fun. Ouais, oui. Non, mais c'est clair, de vivre, quoi. Ouais. Et parce qu'en plus, vous proposez aussi des pâtisseries à d'autres lieux, déjà à Paris. Oui. Pas beaucoup. Ouais. Oui, mais pas beaucoup. Il y a quelques coffee shops qui nous ont demandé. Et c'est très flatteur, quoi. Ouais, grave. Veulent travailler avec nous. Donc, oui, on fournit les cakes. C'est très sympa de pouvoir collaborer avec eux. Mais du coup, c'est des coffee shops de qualité. Il y en a un qui s'appelle Cimer, qui est pas loin de la boutique. Ouais. Ils font un... J'adore ce qu'ils font. C'est un golden banana latte. Ah, j'ai vu ça sur les réseaux. C'est super bon. Putain. Alors moi qui suis pas très banane. Ouais. Ouais, mais peut-être pas trop fromage, mais t'aimes bien quand même. Bah c'est ça. Non mais c'est tu pour vas ça. adorer. C'est une espèce de banane caramélisée, flambée sur le gars. C'est très très bon. Et j'adore les golden latte. Ouais. Et l'autre, c'est Paolina, qui est rue d'Aboukir. Et c'est une ambiance italien très très sympa, très ensoleillée. Un tout petit coffee shop qui fait peut-être 1 mètre carré. Et ils font des maritozzo, non? Ouais, c'est ça. Non, Nicolo, il a créé une vraie belle marque, je trouve, autour de ça. Voilà. Donc, c'est chouette. Hein. Ouais, ça me donne tellement faim, toutes ces discussions. Du coup, toi, tu te sens alignée, heureuse dans ce que tu as créé? Oui. C'est dingue quand même. C'était ton objectif à la sortie du master? C'était notre objectif. Oh, oui. T'es sortie du master, tu voulais monter une boîte, t'associer avec quelqu'un qui pâtisse ou qui cuisine, et tu l'as fait, et ça marche. Ouais. C'est dingue. Pour moi, pour l'instant. Non mais oui, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, ouais. C'est incroyable. Écoute, je voulais faire ça, donc... mais pourquoi pas, tu sais. Ouais. Et si ça marche pas, je ferai autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, t'as vraiment pas peur, quoi. Et je me demandais, qu'est-ce que t'aimerais que les gens disent de toi? De moi? Dans quel contexte? Alors, justement, j'étais en train de me demander... Alors, il y aura plusieurs contextes. Oui. Les amis, les clients, les gens qui te connaissent pas. Mes amis, j'aimerais bien qu'ils me disent de moi... elle connaît des bonnes adresses à Paris. Mais ouais. Et aussi mes clients, je sais pas ce qu'ils pensent de moi, hein. Peut-être. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais? Que j'aimerais bien. C'est dur comme question, hein, parce que... je sais, elle écoute bien. Parce que on rigole avec Yuki parfois parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent à la boutique. Et en fait, j'adore échanger avec eux.
Et du coup, tu sais, on finit par se raconter notre vie Ouais. à la boutique. Et c'est dingue. Parfois, je connais la vie de non seulement mes clients, mais aussi la vie de leur chat, quoi. Donc, je me demande, ouais, ok, peut-être je suis j'écoute bien. Oh. Mais encore une fois, je pense que c'est ça, être commerçant. Ouais. D'être à l'écoute. D'être à l'écoute de leurs clients. Et aussi les gens que je connais pas, je sais pas, les gens que je connais pas, que je croise dans la rue, mais... S'il devait y avoir un article de journal un jour sur dire Lumi nous a quittés, Ouais. voilà qui c'était. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise? Ah, Lumi nous a quittés. C'est très étrange. Désolée. Hein. Surtout avec tes angoisses, je suis pas sûre que ce soit. Non. Lumi a été enfermée dans une salle de podcast pendant 20 ans. Lumi était... Elle n'a pas eu peur. Oh. Elle n'avait pas peur. Et qu'est-ce qu'elle avait? Faim. C'est beau. Surtout, tout le temps. Et faim de tout. Faim de tout, oui. Ouais. Mais t'as faim, non? Aussi. Ah oui, moi, tout le temps. Ouais, C'est pour ça qu'on s'entend bien. ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai la dernière question traditionnelle du podcast, mais maintenant que tu as écouté les podcasts, c'est pas du jeu parce que tu la connais. Je sais plus. Ah! C'était quoi? S'il y avait la petite Lumi de 10 ans à côté de toi maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'était... Attends, j'essaie de... J'essaie de me rappeler comment j'étais quand j'avais 10 ans, en fait. C'était le moment où j'ai déménagé, quand j'avais 10 ans. Et l'histoire, c'est que je parlais pas très bien japonais. Et donc et là, tu retournais au Japon. Je retourne au Japon, je parle pas très bien japonais. Et je dois aller à une école japonaise. Et en cours, je suis pas, quoi. Je comprends pas. Mais je travaille à fond. Parce que... et en français, c'était pareil. Parce que pour faire des amis, il faut parler la langue. Donc, tu vois. Moi, j'étais la petite étrangère qui revient des États-Unis. Ah ouais. Mais c'est qui celle-là? Elle parle trop bizarre. Ah ouais. Et en fait, ça me dérangeait pas, je pense. Qu'est-ce qui te dérangeait pas? Le fait que les gens, ils me regardaient bizarre. Ah! Je faisais ma vie, quoi. Je m'en fous. Je pense que... Et c'était... Mais je voulais être comme les autres. Je voulais parler japonais comme mes amis. Mais tu te souciais pas du regard des autres? Non. Non, pas vraiment. Mais je voulais faire comme les autres. Ouais. Je sais pas. Et donc, je regarde énormément la télé japonaise pour travailler mon écoute. Et j'essaye d'être plus souvent avec mes amis, quoi, pour parler plus. Je travaille... Mais je n'étais pas très, très scolaire, mais là, j'étais à fond. Parce que je devais gagner un peu plus de points avec mes profs et tout. Ouais. Et donc... non, je sais ce que j'aurais dit. Ouais, j'aurais dit travaille un peu plus. Sérieux? Ouais, être un tout petit peu plus scolaire. Pourtant, t'as bien travaillé, ça t'a mené où tu voulais? Non, pas vraiment. En fait, j'étais pas du tout scolaire. Je m'endormais tout le temps en cours. Oui, mais est-ce que tu aurais pu faire autrement? Ouais, tu sais quoi, je leur ai dit, réveille-toi un peu, quoi. Oui, mais peut-être que ça t'intéressait pas. Ou Peut-être. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais été plus scolaire, tu penses? J'aurais... Je sais pas, j'aurais pas redoublé. Ouais, mais au final, est-ce que c'était vraiment grave d'avoir redoublé? Non, pas du tout, pas du tout. Tu penses que tu aurais fait d'autres choses si tu avais été plus scolaire? Peut-être pas. Mais bon, ça...
On saura jamais. On saura jamais. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est marrant, ouais. Ouais, mais ouais, être un peu plus scolaire, peut-être. Tu veux pas avoir un peu de compassion pour la petite Lumi? Pas vraiment. Oh là là. Non. Non, c'est pas du tout pour être strict avec moi-même, parce que j'ai jamais été vraiment strict avec moi-même. Il y a des choses, je me dis, ça, c'était pas bien. Et oui. Je retourne en arrière, je dis, OK, comment je peux faire les choses mieux. Mais non, j'ai jamais été strict avec moi-même. Voilà. Bah, merci, Lumi. Merci, Wanda. De t'être confiée. Et puis, je suis très déçue que la pâtisserie soit fermée aujourd'hui. En même temps, c'était le seul jour pour pouvoir t'interviewer, mais j'ai très envie d'en manger maintenant. Ah là là, ce sera cette semaine. Tu reviendras samedi pour les parfaits. Ah ouais, elle est parfaite. Ouais. Oh là là. Merci, Lumi. Merci, Wanda. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.